What's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour tout vous dire, c'est le début d'une toute nouvelle série. Comme vous pouvez le voir avec mon polo, on va parler Sciences Po Bordeaux. Comme ma famille, mes amis le savent, j'aime beaucoup parler ma propre langue. Alors comme un dictionnaire, j'aime aussi traiter les sujets de A à Z. Et c'est ce qu'on va faire avec mon établissement. Ça c'était juste la première intro. Ne m'a jamais trop. Alors, bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes. Moi je me présente, je m'appelle Andrea Lalonnier, je suis étudiante en troisième année à Sciences Po Bordeaux et aujourd'hui je suis en collaboration avec le service des admissions pour tenter de répondre à toutes vos petites questions. Bonjour, je suis Magali Prévost, je travaille au service des admissions de Sciences Po Bordeaux. Alors ma première petite question, c'est comment est-ce qu'on intègre Sciences Po Bordeaux en première année et notamment au niveau du cursus général? Alors, pour le cursus général, une chose très importante à savoir déjà, c'est qu'on intègre Sciences Po Bordeaux uniquement pendant l'année de bac. Seuls les bacheliers de l'année sont autorisés à candidater en première année de Sciences Po Bordeaux cursus général. Un peu l'admissibilité et l'admission, il me semble. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu en détail sur ces deux phases? Il y a effectivement deux phases lors de notre procédure de sélection. Admissibilité d'abord. Donc, cette admissibilité, elle ne se base que sur les notes de chaque candidat. L'étude complète du dossier n'est pas encore faite à ce moment-là. On ne s'attardera que sur les bulletins, première et terminale, qui seront sur Parcoursup. Donc, c'est des bulletins qui sont automatiquement déposés par les lycées, hein. Concernant ces notes, une chose importante à savoir, c'est qu'on ne va pas regarder la moyenne générale. On ne va s'attarder que sur les notes de certaines matières, à savoir les notes de français, d'histoire géo, LV1, LV2, enseignement de spécialité et philosophie. Français, on va regarder les notes de première, donc évidemment, mais de contrôle continu et de bac. Bac oral et bac écrit de français. Pour les autres deux matières, c'est toujours première et terminale, donc toute l'année de première, et les deux premiers trimestres ou le premier semestre de terminale. Notamment pour les SP, tout dépendra de si on a les notes des épreuves de terminale ou pas. Concernant l'année 2024, nous n'avons pas les notes de baccalauréat de ces matières-là, donc on se contentera du contrôle continu, comme pour les autres matières. Donc, je suis Vincent Tibéry, je suis professeur des universités ici à Sciences Po Bordeaux. Je suis sociologue, politiste, et puis j'ai beaucoup travaillé sur les questions de sélection et d'ouverture sociale à l'IEP de Paris et également ici à Bordeaux. Désormais, nous ne sélectionnons plus sur concours, mais nous utilisons notamment un algorithme fondé sur les notes de première et de terminale qui permet de déterminer des admissibles et à partir de là, on met le paquet sur le millier d'admissibles pour analyser de près à la fois leur dossier et leur faire passer un oral, ce qui est une sacrée entreprise pour l'établissement. L'admission finale, en tout cas le classement final, est produit par trois notes, la note d'algorithme, la note de lecture qualitative du dossier et la note d'oral. Cet algorithme, il est fondé sur les bulletins. Et la spécificité, c'est d'abord que nous nous focalisons sur un certain nombre de matières. Et puis l'autre spécificité de Sciences Po Bordeaux, c'est de produire son propre algorithme. C'est-à-dire que la plupart des algorithmes Parcoursup sont construits à partir de la moyenne brute du bulletin. Nous, on s'est rendu compte qu'il était plus intéressant de travailler sur l'écart à la moyenne. On prend la note du candidat, la moyenne du candidat, et on la soustrait à la moyenne de la classe. Et ceux qui ont les notes d'écart à la moyenne les plus fortes se retrouvent sélectionnés. Ça dépend du nombre de candidats et du nombre de places dont on dispose. En fait, grosso modo, l'admissibilité, c'est 1 millier de candidats aujourd'hui. L'année dernière, on a eu 96% des admis qui avaient une mention très bien. 24% qui avaient les félicitations du jury. En gros, on prend les 25% les meilleurs. Ces admis, ces candidats ont prouvé leur excellence, non pas sur une série de 3 épreuves, comme c'était avant le cas, mais sur plusieurs dizaines d'épreuves dans plusieurs matières pendant 2 ans. Donc il faut vraiment désormais avoir en tête que Sciences Po Bordeaux, et comme les instituts d'études politiques en général, recrutent à un très très haut niveau. Voilà. Donc d'un point de vue académique,
faut encore avoir en tête qu'on a vraiment des très 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 bons étudiants. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir 18, mais effectivement, je crois que désormais, pour réussir à Sciences Po, il faut effectivement être autour de 16 dans les matières qui comptent. Sachant qu'on a quand même le droit à l'erreur. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que si vous avez 14 dans une matière, mais que vous êtes très bon dans d'autres, ça peut passer. D'abord, dans la sélection algorithmique, j'ai pas de quota. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est les notes. Il n'y a qu'un seul quota qui existe, et c'est un quota qui vient de la loi ORE qui a produit Parcoursup, qui est le quota de boursiers du secondaire. Où effectivement, le rectorat nous demande de sélectionner, généralement, c'est le pourcentage de boursiers du secondaire dans notre candidat plus 2%. Le projet de formation motivée et le parcours extracurriculaire sera vu par 3 personnes différentes. Elle sera vue notamment dans l'épreuve de dossier, où il va s'agir pour des professeurs du secondaire d'évaluer les commentaires bulletins, le projet de formation motivée, le parcours extracurriculaire, mais également la fiche à venir, mais également la meilleure copie. La meilleure copie, ça ne veut pas dire qu'on refait le match, mais c'est pouvoir évaluer effectivement la capacité d'écriture des candidats, leur capacité d'argumentation. Et donc en soi, c'est vraiment important. D'ailleurs, on doit insérer une bonne copie, ou en tout cas une copie, soit de première ou de terminale. Mais alors, c'est quoi une bonne copie? Alors, concernant la meilleure copie, donc ça fait partie intégrante du dossier Parcoursup dans son intégralité. Nous, une fois qu'on a rendu admissible nos environ 1100 candidats, effectivement, là, il y a un jury qui va s'attarder à l'étude qualitative du dossier Parcoursup dans son intégralité. Et cette lecture comprend l'évaluation de notamment la meilleure copie. Et cette meilleure copie, il faut l'entendre pas au sens de meilleure note, mais vraiment au sens de meilleure qualité de copie. Ce qu'on attend de cette copie, c'est de pouvoir évaluer les qualités rédactionnelles, orthographiques et d'argumentation du candidat. Donc, attendu comme copie, plutôt un devoir type dissertation, commentaire de texte, par exemple. C'est une copie qui peut avoir été rédigée aussi bien pendant l'année de première que de terminale et dans n'importe quelle matière tant qu'elle est rédigée en français, puisqu'évidemment, le jury ne lira que les copies rédigées en français. Ça peut être aussi la copie de bac de français, puisqu'elle est depuis quelques années récupérable directement sur Cyclades par les candidats. Un candidat peut très bien télécharger sa copie de bac de français et la déposer directement sur Parcoursup. Ça fait un très bon exemple de Est-ce que copie. si c'est valorisé si on vient prendre une copie plutôt de terminale que de première ou il n'y a pas de distinction? Il n'y a aucune différence entre les deux. De toute façon, ce n'est pas forcément indiqué d'ailleurs sur la copie. Ok. Donc, c'est vraiment au choix du candidat. La matière choisie et l'année de rédaction de la matière n'a aucune importance. Il faut surtout s'attarder à 2 éléments. Ça va être la rubrique activité centre d'intérêt et la lettre de motivation. Bonne lettre de motivation, déjà, c'est une lettre qui ne sera adressée que à Sciences Po Bordeaux. Et de toute façon, ça, c'est un conseil qui vaudra pour l'ensemble des lettres qui devront être rédigées dans les dossiers qui le nécessitent sur Parcoursup. Si on peut faire un copier-coller de cette lettre dans un autre établissement, même un autre IEP, par exemple, que Sciences Po Bordeaux, c'est que ça ne va pas. Il faut revoir, il faut rajouter des éléments. Une lettre de motivation, elle doit pouvoir intégrer des éléments exclusifs à l'établissement. Donc pour nous, par exemple, ça va être un parcours de master, ça va être un domaine de matière parmi les enseignements qui sont proposés à Sciences Po Bordeaux. Il n'y a pas forcément besoin de noter systématiquement que le candidat a participé à la JPO de Sciences Po Bordeaux et a rencontré telle personne. Ça, c'est pas forcément très valorisé, mais ce qui est important, c'est que le jury ressente que le candidat s'est intéressé vraiment à l'établissement et pas à un autre, et ne le confond surtout pas avec un autre. On parlait aussi mais un peu d'un projet pro.
Mm. assez définie, mais c'est compliqué, y compris quand on est aussi étudiant à l'IEP. Mais comment on peut réussir à trouver quand même un fil conducteur finalement? Pour cette lettre, Oui. alors effectivement, on ne demande pas nécessairement de par l'âge des candidats, on ne demande pas nécessairement à indiquer un projet pro défini. Ça, comme évoqué, même nos propres étudiants n'ont pas forcément leur projet pro, même en troisième année, n'ont pas forcément leur projet pro totalement défini. Nous, on est là aussi, justement, l'administration et le corps enseignant est là pour aider les étudiants dans cette orientation. Donc, on ne l'exige pas dès la première année, encore moins pendant la candidature. Donc, si ce n'est pas un projet pro défini, c'est au moins montrer l'intérêt pour les matières qui sont enseignées dans l'établissement. Oui, d'autant plus que finalement, en fait, ce qui est apprécié dans les IEP, c'est cette pluridisciplinarité. Et c'est vrai que si on est très intéressé pour le droit, typiquement, on va aller à la fac de droit directement, alors que là, justement, ça nous laisse un peu du temps. Après, quand même, d'avoir quelques grands domaines ou même des matières qui pourraient intéresser et dire, bon, ben, comme ça, par la suite, ça me laisse aussi 3 années pour potentiellement me diriger vers ici ou vers là. Et comme ça, vous laissez quand même aussi des pistes si jamais vous allez aussi à l'oral, je pense. Exactement. Mais au niveau des spécialités, Mhm. est-ce que ça va être dérangeant si par exemple j'ai pris SVT et maths par rapport à quelqu'un qui va avoir pris AGGSP et qui derrière montre déjà un peu son intérêt pour les matières qui vont être étudiées ici? Non, Non. il n'y a aucune différence entre une candidature avec la doublette Oui. AGGSP-SES et une autre avec maths, physique, chimie. Ça ne fait pas partie de nos critères de sélection. Donc, un candidat peut très bien avoir pris maths et SVT en terminale. Ça n'aura pas d'importance pour nous. Le tout, c'est qu'il montre un niveau académique suffisant. Et au contraire, parce qu'on préférera qu'un étudiant se soit épanoui dans ces deux spécialités-là, plutôt que de s'être forcé Oui. à prendre à GGSP, SES sous prétexte que ça collait mieux avec nos enseignements et que sur les bulletins, ça se ressente. Mm. Mais de toute façon, les cours en première année sont faits pour que tout le monde soit remis à niveau, au moins sur le premier semestre. Tous les cours, c'est introduction à la sociologie, introduction à l'économie, introduction au droit, etc. Donc, même si ce ne sont pas des matières que l'étudiant a vues au lycée, il a toute sa place à Sciences Po Bordeaux parce qu'on lui apprendra les fondamentaux en première année. Et ça, c'est vrai que je rajoute une petite information. J'étais pas au courant quand même qu'il y avait autant d'économies en première année et j'avais pas fait SES ni en première ni en terminale. Donc c'est vrai si cette matière-là, elle vous rebute un peu au départ, il faut quand même être conscient qu'elle va faire partie quand même de votre cursus, même si vous n'en avez pas fait et que vous avez quand même un petit intérêt pour cette matière. Après, il y a des manuels qui sont conseillés aussi. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais nous, il y avait eu du tutorat. Oui, Donc, ça permet aussi il y a de toujours. rattraper des lacunes, etc. Donc, pas d'inquiétude sur ça. La catégorie, on va dire tout ce qui est extrascolaire, Mhm. beaucoup de personnes ne sont pas forcément, donc soit par manque de temps ou alors parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur passion, engagées dans différentes associations ou même font du bénévolat ou ont trouvé le sport qui leur plaît réellement. Comment ils peuvent réussir à montrer finalement ce qui les anime? Nous, l'intérêt, ce n'est pas qu'un étudiant, enfin qu'un candidat soit inscrit dans le plus d'associations possible, dans le plus de sports possible, hein. Si le candidat n'y trouve aucun intérêt, nous, on n'en trouvera pas non plus. Donc, le but, par contre, c'est quand même qu'un candidat montre son intérêt dans quelque chose, une activité quelconque. Oui. Et ça peut très bien être, par contre, avoir une passion sur la saga Harry Potter qu'il a lu 10 fois d'affilée sous son plaid préféré. Mais si c'est ça qui l'anime, mais ça sera très bien. Le tout, c'est que dans sa rubrique activité centre d'intérêt, il indique et que par contre, sous lecture répétitive de la saga Harry Mm. Potter, en dessous, en une ou deux phrases, il indique ce que ça lui apporte.
Ça, c'est ça qui est important en fait pour le jury. Ça peut être après une activité. On n'est pas forcément obligé de faire du sport dans le cadre d'un club, hein. Ça peut être un sport pratiqué individuellement, ça peut être une activité culturelle pratiquée individuellement. C'est exactement le même exemple. Le tout, c'est de l'indiquer dans la rubrique sur Parcoursup et à chaque fois, pour chaque activité, indiquer ce que ça apporte. Par contre, un candidat qui n'a vraiment aucune activité, là, c'est un peu plus compliqué Oui. parce que c'est vrai que c'est un peu quand même le profil de candidat que nous recherchons, même si on n'a pas un moule, loin de là. On n'a aucune attente spécifique, précise de nos candidats, hein. Au contraire, hein, la diversification fait aussi la richesse de nos étudiants. Mais finalement, ça revient aussi à dire, je ne sais pas si c'est bien ce qu'on essaie de développer là, mais on ne recherche pas forcément d'avoir une liste en fait avec tant d'activités, mais plutôt de montrer en quoi ça va vous apporter. Donc, vaut mieux développer une, deux grandes activités plutôt que d'en mettre 10 sans pour autant dire ce que ça vous apporte. Exactement, parce que si les autres activités n'ont pas vraiment d'intérêt pour le candidat, c'est pas la peine de les développer. Eh bien, moi non plus, je ne vais pas développer mes propos sur cette vidéo. En revanche, je les termine toujours par et quant à moi, je vais vous épargner la disquette du abonnez-vous, commentez, likez, partagez, même si je vous avoue que ça me ferait grave plaisir. Allez, à la semaine prochaine. Ou pas, il se pourrait que ce soit un petit peu plus tôt. Alors, à très bientôt!